Merci à tous pour votre soutien, pour ces nombreuses places qui ont été prises pour le 20 juin au Grand Rex. Et si tu n'as pas encore pris ta place, prends ta place. Le 20 juin au Grand Rex, ça va être incroyable. Cet épisode est « Tu dois être égoïste pour aider ». Si tu veux même, je te mets en sous-titre « L'individualisme aide plus les gens qui ont besoin que d'être là parce qu'il faut être là ». On va rentrer dans le détail. La majorité des gens l'ont compris et c'est le principal. Même l'écrasante majorité des gens. Et je pense que c'est parce que beaucoup de gens ont cette réflexion de se dire « Attends, avec tous les efforts que je suis en train de faire et je vois mes proches toujours au même niveau, comment ça se fait que leur situation elle bouge pas en fait ?» C'est parti. Je reviens sur cet exemple basique, simple. Quand tu es dans l'avion, et peut-être que tu n'es pas concentré dans l'avion, parce que quand l'avion va décoller, les gens n'écoutent pas les consignes. Quand tu es dans l'avion, il y a une consigne fondamentale qui est donnée et qui est très peu respectée en cas de problème, ce qui amène à des décès soudains ou à des problèmes de sécurité. Quand le masque tombe, même si ton enfant est un nouveau-né, même si ton enfant est un bébé, tu vois, c'est ton enfant, c'est la prunelle de tes yeux, même si c'est ta femme, même si c'est ta mère. Quand le masque tombe dans l'avion, tu dois le mettre en premier sur toi avant d'aider. Pourquoi? S'il y a un problème d'oxygène, de dépressurisation, tu risques de tomber dans les vapes. Donc tu ne seras utile à personne. Tu ne seras utile à personne. C'est-à-dire que toi, tu vas vouloir aider, mais tu n'as même pas mis les conditions pour pouvoir aider quelqu'un. Mets le masque sur toi en premier. Tu as assez d'oxygène, va aider. Pour ceux qui ont déjà fait de la plongée, c'est pareil. Quand tu es en plongée, je parlais à une personne la dernière fois, parce qu'elle m'a fait la réflexion par rapport à la plongée. Quelqu'un peut avoir un problème, ok? Peut avoir des difficultés. Si cette personne, elle est déjà tombée dans les vapes, tu vas essayer de lui mettre des coups d'oxygène pour la réveiller, il va falloir que tu remettes l'oxygène sur toi parce que tu es la personne valide entre toi et elle. Il vaut mieux qu'il y en ait un qui remonte l'autre que les deux qui restent au fond. Surtout si la personne ne répond pas. Au moins, le coup d'oxygène, tu peux essayer de la réveiller. Et ensuite, tu peux la remonter. Tu peux essayer de sauver quelqu'un. Le but est que quand tu sauves, quand en tout cas tu essayes de sauver quelqu'un, tu es dans ta pleine capacité de sauver cette personne. Et dans la mentalité pauvre, et vraiment j'insiste sur ce mot, la broke mentality, c'est souvent de se dire, on doit aider, on doit s'entraider, on doit tous être ensemble, etc., etc. Combien de personnes ont des gens autour d'eux, même dans vos familles, vous voyez des cousins, etc., ça fait 10 ans que vous envoyez de l'argent. Ça fait 15 ans que vous envoyez de l'argent. La personne n'a pas progressé d'un iota dans sa vie. Je vais vous dire même un truc, c'est même égoïste ce que vous êtes en train de faire. C'est ultra égoïste ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de donner la bonne solution à la personne, vous la maintenez dans une situation de précarité. Oui, oui, vous êtes une partie du problème. Vous prenez par exemple le cas, moi je connais plein de familles comme ça, je vais me parler des renoms sud-américains, toute personne qui a vécu dans la pauvreté. Généralement, on envoie une partie du salaire, ça permet de payer le loyer, ça permet de payer les courses. Ce n'est pas une aide. Ce n'est pas une aide, ça ne va en rien aider. Encore si c'est votre mère qui ne peut plus travailler. Elle est vieille, elle ne peut plus travailler. Elle ne peut pas créer de la richesse. Voilà, c'est comme ça, elle est vieille. L'aide, elle est logique. La personne n'a pas assez, elle est vieille de toute façon. Donc c'est une aide qui permet de stabiliser une situation pour ne pas que cette personne souffre de sa vie. C'est logique. Là, on parle d'une personne qui ne peut rien faire. Quand on parle de personnes valides, de personnes en âge de créer, de personnes en capacité de créer quelque chose, ça n'a aucun sens. Je dis bien aucun sens sur n'importe quel monde sur cette planète de juste déverser de l'argent sans but précis.
Récemment, je suis tombé sur un débat politique qui était ultra intéressant entre quelqu'un qui est un républicain, je veux dire extrême droite bien dur, et il y avait une activiste Renault en face. Et le gars de l'extrême droite disait « On déverse 20 milliards sur les quartiers, ça n'apporte rien. » Mais il dit « Mais évidemment que ça n'apporte rien. Mais vous, nous, on ne sait pas ce qu'on demande. On ne demande pas que vous versez de l'argent comme ça, parce que ça ne fait que maintenir une situation de pauvreté. En réalité, personne n'est aidé. C'est-à-dire que, en fait, on est en train de mentir à tout le monde. On verse de l'argent sur les ghettos, mais dans le même temps, les ghettos, il n'y a pas de travail. Donc, en fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de maintenir une situation de fait où les gens restent pauvres. Et donc, comme ils restent pauvres, qu'est-ce qui se passe? Ils continuent des violences parce qu'ils sont sous pression. Et qu'est-ce qui se passe? Le système carcéral est rempli d'individus venant de quoi? De ghettos. Vous voyez la même chose en France ou pas? Est-ce que vous captez? Parce que si vous regardez, si vous êtes en France, si vous êtes même dans un pays occidental, vous allez voir cette propension-là. Et ils vont dire quoi après? Bah oui, ils sont criminels ces gens-là, les Noirs, les Arabes. Ils sont criminels. Pourquoi il y a d'autres communautés où ce truc-là existe moins? Parce qu'il y a d'autres communautés, qui ont décidé de quitter le destin national pour créer leur propre économie. Créer leur propre économie comment? Par des systèmes de financement de tontines, de participation des personnes qui ont réussi à sortir de la tête de l'eau. Regardez bien, les personnes qui ont réussi à sortir de la tête de l'eau, qui sont suffisamment forts maintenant financièrement, peuvent aider, pas tout le monde, peuvent aider les meilleurs juste en dessous à monter pour qu'il y ait suffisamment de gens qui montent. Regardez bien, économiquement ou même rationnellement. Prenez quelqu'un qui réussit à faire un business qui lui rapporte 1 million d'euros. Voilà, il a 1 million d'euros dans sa poche. Ça y est, il est millionnaire. C'est le seul de sa communauté. Je ne parle pas de couleur, on va dire même un village que tu veux. C'est le seul. Il a 1 million d'euros. Il pourrait se dire, je vais donc prendre la moitié, la déverser à tout le village, un village de 1000 personnes. Je crois que ça fait donc 500 euros par personne. Voilà, il a donné 500 euros à 1000 personnes dans le village. Est-ce que ça a changé la vie des gens du village? Non. Est-ce qu'il va continuer à avoir des gens qui le jalousent? Oui. Donc son aide n'a servi à rien. Limite, son aide, elle est un peu égoïste. Parce qu'en réalité, c'est comme s'il avait flatté son ego. Il n'y a personne, grâce à son aide, qui va le rattraper. Personne. Personne ne va pouvoir arriver à son niveau de richesse. Personne ne va pouvoir arriver donc à ce niveau d'émancipation qu'il a réussi à avoir. En réalité, avec les 500 000, s'il se dit, je prends 5 projets, je mets 100 000 dans chacun des projets, je suis partenaire du projet, qu'il y en a un des 5 qui réussit à faire lui aussi 1 million, ils sont maintenant 2 en capacité d'aider. Il n'est plus tout seul. Ils sont 2 en capacité d'aider. Imaginez maintenant les 2 répètent la situation. On passe de 2 à 4, de 4 à 8. Non, même pas, de 4 à 16, pardon. Vous voyez comment ça va plus vite? Eh bien ça, c'est typiquement ce qu'une personne indienne j'ai rencontrée récemment. Parce que j'ai préparé ce podcast. Je l'ai préparé. Parce que ce sujet, en fait, il est tellement deep, tellement profond, qu'on ne se rend pas compte de la portée de cela. J'ai rencontré une personne indienne qui est un homme d'affaires très discret. Et je lui dis, c'est intéressant les Indiens. Parce que moi, j'ai grandi avec beaucoup d'Indiens en quartier, en cité. Des Indiens, des Sri Lankais, des Pakistanais. Et je trouve que vous avez une capacité à créer des business et envoyer vos enfants dans des grandes écoles qui m'étonnent. Parce que, encore, on enlève le côté chinois, etc. Là, on parle d'autres pays qui pourraient être similaires à d'autres pays dans le monde. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, je lui demande. Il me dit, regarde, tu vois, nous, quand on travaille, il peut y avoir quelqu'un, on peut être 10 à avoir une idée de business, que ce soit en France ou dans notre pays. Si on n'a pas la capacité d'ouvrir en France, on peut
financé dans notre pays. Donc, il y en a un qui va ouvrir son premier business. Et puis, grâce à ça, on continue à cotiser tous ensemble, même si lui s'enrichit. Mais on est tous partenaires. Ça permet d'ouvrir un deuxième. Donc, on met au nom du deuxième, puis un troisième. Et puis, à la fin, on se rend compte qu'on est 10. Les 10 ont un business à eux, dont les 10 sont partenaires. Et ça commence à monter ainsi de suite. Et après, ils commencent à avoir assez de force économique pour pouvoir ouvrir un magasin en France, en Angleterre, etc. Bref, avoir un conglomérat de personnes qui sont suffisamment disciplinées pour que ça aboutisse sur un projet viable. Qu'est-ce qui se passe derrière? On vient de voir 10 personnes sortir de la pauvreté en créant le capital elles-mêmes. Parce que la propension des choses peut se dire qu'on va vers le capital. Mais là, le fait est qu'il y a certaines origines qui n'ont pas accès au capital. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent une discipline de fer pour créer elles-mêmes le capital. On prend encore un exemple d'une personne que j'avais rencontrée à Black Ambition. Black Ambition, c'est l'association de Pharrell Williams. Une de ces personnes a créé une banque. Cette banque se base sur quoi? La communauté, pareil, indienne, sri-lankaise en particulier, n'a pas accès au crédit parce qu'en fait, les métiers qu'ils font et les papiers qu'ils ont, etc., font que il y a des difficultés pour que les banques classiques leur prêtent. Un jeune de la diaspora, c'est à New York, un jeune de la diaspora a décidé donc de créer un système qui permet de faire des microcrédits. Des microcrédits. Grâce à ces microcrédits, il y a eu de plus en plus de personnes de la communauté qui ont commencé à sortir économiquement de la misère. Grâce à l'investissement des autres à l'intérieur du système. Ce qui a permis après un fonds d'investissement de rentrer à l'intérieur et de proposer des prêts concrets qui peut leur permettre de pouvoir faire les papiers nécessaires pour être enregistrés dans le système américain pour avoir le droit d'octroyer de vrais prêts. Parce que lui, ce qu'il a réussi à faire comprendre, c'est que cette communauté-là paye les crédits. C'est-à-dire que même si, ou quoi qu'est-ce donc, c'est dans leur culture et dans leur karma de payer les crédits. Et que donc, comme ils savent entre eux qu'il y a cette confiance-là, lui, il le sait. Donc lui, s'est lancé en se disant, il y a zéro risque. Si j'y vais, que quelqu'un dit, j'ai besoin de temps, généralement en communauté, c'est qu'il sait, il va se débrouiller par A plus B, il va rembourser. Quand on part de tout ce système-là et de toute cette façon de réfléchir, on se rend compte d'une chose, c'est que pour aider, il faut partir d'un postulat très égoïste. J'ai vu une situation, j'ai compris une situation, j'ai compris comment cette situation se passe. Maintenant, comment je vais aider? Il va falloir que je pense d'abord intelligemment solo, que j'aille travailler le projet, que j'aille travailler le capital. Parce que quand j'aurai suffisamment de capital, suffisamment de force économique, eh bien quand je reviendrai, je ne vais pas aider tout le monde. Je vais aider ceux qui vont pouvoir aider demain. Je vais pouvoir aider ceux qui vont pouvoir aider demain. Imaginez un truc. J'ai fait le calcul récemment d'une tante. Une tante. Je lui ai demandé, Tata, on fêtait ses 10 ans en France. J'ai dit, Tata, donc depuis 10 ans, tu envoies de l'argent au pays. Oui. La même somme, à peu près. Combien? 200 €. Ok. 200 € fois 12 mois. 200 € fois 12 mois. Ça fait 240 €. Fois 10 ans. Ça fait 24 000 €. J'ai dit, Tata, est-ce qu'avec ces 24 000 €, tu as construit une maison? Non. Est-ce que tu as construit un business périn? Non. Est-ce que les personnes que tu as aidées sont sorties de la pauvreté? Non. Il y a eu donc 24 000 € cramés, littéralement cramés, et je pense que ce n'est pas la seule, parce qu'il va falloir multiplier par le nombre de personnes qui ont fait le même mouvement. Cramés, qui n'ont créé aucune richesse économique réelle,
qui ont en réalité enrichi des groupes financiers qui possèdent les logements, possèdent tout ce qui est agriculture, tout ce qui permet de faire la food, mais qui n'ont pas permis aux personnes qui ont reçu cette aide de sortir de la pauvreté. Qui n'ont pas permis à ces personnes de sortir de la pauvreté. Et je peux vous dire que, je parle de la Côte d'Ivoire, 24 000 euros, c'est une énorme somme en Côte d'Ivoire. C'est une énorme somme. Mis bout à bout, quand vous réfléchissez, vous vous rendez compte que c'est une somme énorme. Vient alors ce constat. Parce qu'on se pose la question, je lui dis, tu sais, Tanti, si tu avais créé un restaurant, que tu avais mis les personnes que tu aides, même pas tous, hein, quelques-uns, au travail à l'intérieur de ce restaurant, que ce restaurant, allez, on lui donne 2 ans pour être périn financièrement, tu as déjà sorti 2-3 personnes qui n'ont plus besoin de ton aide financière, qui peuvent vivre solo, sans avoir besoin de ton capital. Et ça veut dire que ton capital va aider d'autres personnes. Et surtout ceux qui sont périns financièrement doivent participer et aider également à ce que d'autres personnes sortent de la pauvreté. Tu ne penses pas qu'en 10 ans, il y aura au moins à peu près 5 familles qui seraient sorties de la pauvreté et qui n'auraient plus jamais besoin de l'aide de personne. C'est là la différence entre la broculture et la culture, j'ai envie de dire, de gens qui ont une éducation financière, qui ont une notion financière qui est construite. La notion financière construite, c'est que, par exemple, vous voyez en Europe, et vous le regardez bien, hein, je sais qu'il y a des gens qui sont là, oui, mais ils sont froids, ils sont ceci, ils sont cela. Il y a une chose qui est sûre. Moi, la majorité de mes potes, ils n'ont pas besoin de l'aide de leur enfant. C'est clair, net et précis. Leurs parents, c'est même leurs parents qui peuvent leur donner de l'argent et pas le contraire. Clair, net et précis. Je vais vous dire même, c'est même biblique. Si vous êtes religieux, c'est même biblique. C'est même dans l'islam. C'est même dans la religion juive. Les 3 religions monothéistes. Vous avez pour ordre et devoir de construire et de laisser les fondations jusqu'à vos petits-enfants. Vous avez ordre et devoir de construire et de laisser des fondations jusqu'à vos petits-enfants. Ça veut dire que quand même vous êtes en train de croire que vous aidez les gens, c'est même un péché limite. C'est même un péché limite. Parce qu'en réalité, vous ne construisez pas les fondations nécessaires économiques pour que le groupe sorte de la situation à laquelle il est. En France, par exemple, il faut à peu près 6 à 7 générations pour passer de la classe pauvre à la classe à peu près aisée. 6 à 7 générations. Je peux vous assurer que dans cette génération, il y a certaines familles qui n'auront pas bougé d'un iota en pensant que, en aidant tout le temps, en s'éparpillant les amis, les trucs, là, ils vont pouvoir réaliser quelque chose. Alors que le temps est structuré. Quand vous étiez à l'école depuis tout petit, qu'est-ce qu'on vous a appris? On fait d'abord le français, puis on fait les maths, puis on fait l'histoire géo, puis on fait ci, puis on fait ça, puis on fait sport. Pourquoi on a fait comme ça? On aurait pu vous apprendre tout en même temps. Auriez-vous retenu quelque chose? J'en suis pas sûr. Pourquoi on structure les cours d'une telle ou telle façon? Parce que quand le temps est structuré et discipliné, il se passe une chose intéressante. Vous êtes focus sur une matière à la fois, donc vous l'ingurgitez mieux et donc vous l'apprenez mieux. Et bien ça, vous pouvez l'appliquer à votre vie. Quelle est la priorité de votre temps? Puis la chose à moins prioriser jusqu'à descendre en bas. Quelle est votre priorité? Moi, avant, je n'arrivais pas à prioriser. Moi, tu peux m'appeler et me dire, maman, elle a besoin de ci, je viens. Mon pote, il a besoin de ci, je viens. Lui, il a besoin de ça, je viens. Déjà, d'une part, tu t'oublies toi. Moi, en m'oubliant moi, j'ai quand même fini SDF. Alors certes, les amis que j'ai aidés m'ont également aidé. On ne va pas dire le contraire. Les amis que j'ai aidés m'ont aussi aidé. Et m'ont aidé dans des situations très difficiles. Ça, c'est le bon côté des choses. On ne va pas cracher dessus. Mais est-ce que le but dans la vie, c'est de rester pauvre et de s'entraider? Je ne pense pas. Je pense que si on était tous dans une maturité financière, eh ben on n'aurait pas
à pouvoir m'aider. Et quand bien même, si un d'entre nous tombe, l'aide ne serait pas juste de l'héberger, l'aide serait carrément de le remettre sur le chemin de la richesse. Je vais prendre le cas du président Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, perso, je ne l'aime pas. Il a été plusieurs fois en faillite. Par contre, son carnet d'adresses, ce n'est pas des personnes pauvres, ce sont des personnes qui ont énormément d'argent. Donc ces personnes-là ont réinjecté de l'argent parce que ce sont ses amis ou ses alliés ou des gens qui sont autour de lui. Ont réinjecté de l'argent qui lui permet de redevenir milliardaire. C'est ça, le cycle qu'on veut autour de nous. Alors je ne dis pas milliards forcément, mais quand vous avez un cercle comme ça vertueux, où chacun est monté, même s'il y en a un qui tombe, il ne va pas tomber au point d'être dans la merde, puisque les autres qui sont autour vont pouvoir le pousser pour qu'il revienne. Un peu comme un État dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a des États qui étaient en difficulté pendant le Covid, etc. Il y a une réinjection de plusieurs milliards qui ont permis de maintenir le système. Pourquoi? Parce que les voisins autour ont des moyens. Regardez d'autres pays, certains pays africains, certains pays sud-américains, et n'ont pas cette force de pouvoir remonter à un pays voisin, parce qu'eux-mêmes sont déjà en difficulté. Et c'est là le point d'orgue. Si tu es toi-même en difficulté, ton aide est une aide qui est un pansement. Imagine 2 secondes. Tu es dans la rue, tu te casses la jambe. Personne n'est chirurgien. Tout le monde veut t'aider. Mais personne n'est chirurgien. Je ne sais pas si je te rends compte. Tout le monde veut t'aider. Il peut y avoir même 100 personnes qui vont t'aider, des personnes qui vont te porter, des personnes qui vont t'amener à la maison, des personnes qui vont te donner à manger, des personnes qui vont essayer de faire quelque chose, qui vont faire ce qu'ils peuvent par leurs moyens. Mais personne n'est docteur et encore moins chirurgien. Est-ce que ça règle le problème fondamental? Non. Et quand le chirurgien va arriver, qu'il arrivera trop tard, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre ta jambe. Est-ce que cette aide a vraiment aidé ton problème? Absolument pas. Mais tout le monde était là pour t'aider. Tout le monde était là pour te soutenir. Mais ça n'a absolument rien réglé. Quand moi, par exemple, j'avais un problème pour pouvoir trouver un logement, est-ce que j'ai appelé la terre entière pour trouver un logement? Non. Je me suis concentré sur qui a la capacité financière d'avoir un logement. Ça ne sert à rien de se disperser à appeler la terre entière. Déjà, tu te fatigues, tu perds ton temps. Concentre-toi. Concentre-toi sur qui a la capacité financière d'avoir un logement ou de connaître des gens qui ont un logement. Eh bien, tu vois qu'au final, tu passes moins d'un mois et tu trouves un logement. Tu passes moins d'un mois sur le dossier et tu trouves un logement. Et quand les gens me disent qu'ils ne savent pas faire un réseau, c'est là que je dis que c'est parce que vous ne vous focussez pas sur justement la matière que vous recherchez. Si ton réseau, c'est un réseau de restaurateurs, il y a des fédérations de restaurateurs à Tire-Larigot partout. Et même si tu ne comprends toujours pas, tu peux toujours aller voir le restaurateur en bas de chez toi. Il y a des restaurants à chaque coin de rue. Et discuter avec lui, ça te fait déjà une personne dans ton réseau. Tu connais un restaurateur. De ce restaurateur, tu peux aller voir un deuxième, ça t'en fait 2. Tu connais 2 restaurateurs. La vie, c'est pas seulement Internet. La vie, c'est aussi se bouger. C'est aussi aller au contact. Et en allant au contact, ça te permet d'avoir un réseau. Ce réseau-là permet d'avoir des personnes en capacité réelle de t'aider sur ton projet. Quand on parle souvent aux gens de dire arrêtez de parler de vos projets, c'est pas arrêtez de vous parler de vos projets, arrêtez de vous parler de vos projets aux personnes qui ne comprennent rien à vos projets. C'est différent. Tu veux faire un magasin sur Internet, tes amis ne savent même pas comment ça fonctionne un magasin sur Internet. Ça, c'était avant qu'on voit les premières richesses sur Internet. La majorité des gens ne savaient même pas ce que c'était, comment ça fonctionne. Ils ne savaient même pas ce que c'était Shopify. Ils pensaient que c'était du scam. Dès qu'il y en a un qui commence à devenir riche, puis un deuxième, maintenant, tu vois que la masse s'y intéresse. Mais en attendant, toi, pendant que ça commençait, tu pouvais très bien aller mailer, contacter, même payer s'il faut la personne qui a réussi, la payer, lui dire, écoute, j'ai vu comment tu as fait, j'ai envie de te payer
pour savoir comment avoir ton savoir, que tu m'éduques comment faire. Ça t'a coûté une personne, pas 100, pas 50, une personne. Parce que cette personne-là, elle a le savoir dont tu as besoin. Quand tu as reçu ce savoir-là et que tu as commencé à faire tes preuves, toi aussi, ça te permet maintenant de multiplier. C'est-à-dire que par égoïsme. Et un égoïsme ou individualisme, ça peut se faire en groupe. C'est pas obligé d'être solo. Mais encore faut-il avoir des gens qui comprennent ta vision. Comment ça peut se faire en groupe, pardon. À l'époque, par exemple, nous, on s'est réunis entre amis et on s'est dit, c'est bizarre, il n'y a pas de vraie soirée hip-hop à Paris. On est dans les années 2009-2010. Il n'y a pas de soirée vraie hip-hop à Paris. On n'a pas d'argent. Personne n'a de l'argent. On a un groupe d'amis, on n'a pas d'argent. Ok. Bon, comment on peut faire pour qu'on teste notre produit? Dans le groupe d'amis, il y en a 3 qui vivent ensemble et qui ont une espèce de penthouse bien, bien grand. Eh ben, on va faire les soirées dedans. On va les faire gratuites, c'est pas grave, on pourra tester le produit, voir si vraiment on a suffisamment de monde à agréger. On a fait des soirées, on a fait tellement de soirées, il fallait pousser les murs, il y a tellement de monde. De cette énergie, est arrivé quelqu'un qui connaît un patron de lieu, qui a la licence de nuit, pour nous dire, il veut vous rencontrer, il a appris vos soirées, etc., que ça fait du bruit, etc. On a rencontré ce gars. On a fait notre soirée quasiment le week-end d'après. On a fait un chiffre d'affaires de 15 000 €. On est reparti avec 5 000 € à se partager. Voilà un cas concret de groupe qui va travailler de façon individualiste. Non pas en appelant la terre entière. On aurait pu appeler tous nos amis pour entrer dans le projet. Non. On n'appelle que ceux qui sont sur la même longueur d'onde, la même idée. Et même, j'ai envie de dire, on a perdu en route. Au final, on est resté à 5. On est resté à 5 membres, au final. On était beaucoup plus. Au final, on est resté à 5 membres. Il y en a qui n'avaient plus envie, qui n'avaient plus l'énergie, etc. On est resté à 5 membres. Avec les 5 membres, on a fait 10 ans comme ça. 10 ans comme ça. À écumer les meilleurs lieux de Paris, à rentrer de l'argent, etc., etc., etc. Et à commencer nous-mêmes à être une aide à d'autres gens. D'autres gens autour de nous ont créé leur propre crew de soirée et ça a commencé à faire des effets boule de neige à côté et à créer une émulation de personnes qui ont pu créer de nouveaux emplois autour de nous et qui ont pu sortir des gens qui étaient dans la broculture à devenir mieux financièrement. J'ai envie de te dire un truc, récemment, il y a une personne qui m'a appelé, qui travaille pour de très grandes marques, très très grandes marques dans la mode. Cette personne-là, il faut savoir qu'elle n'avait pas ces opportunités-là avant. Moi, grâce à mon travail de longue haleine depuis des années, j'ai pu lever des fonds pour monter une agence de communication. Cette agence de communication a fait un travail énorme qui a permis un jour d'avoir le client Rude, la marque Rude, R-H-U-D-E. Quand on l'a eu en client, à un moment donné, il y avait besoin de plus de mains parce qu'on avait énormément de travaux à finir. Moi, j'étais sur telle tâche, j'avais telle tâche, plein de tâches à finir. Donc, il nous fallait des forces supplémentaires. J'ai vu ce talent-là sur les réseaux. J'ai dit, viens nous rejoindre. Grâce à cette main tendue, à mon égoïsme de base, parce que c'est moi qui ai besoin de lui, grâce à mon égoïsme de base, ça lui a permis de sortir de cette obscurité et d'atteindre maintenant de très grandes marques et d'avoir totalement changé sa vie. Sa vie a totalement changé aujourd'hui et il vit de son art. Mais il a quand même fallu cette passe D, qui n'est même pas une passe D altruiste, qui est une passe D égoïste de base. Moi, j'avais besoin de faire de l'argent grâce à cette personne-là. Et cette personne-là même me coûtait moins cher, ça me permettait de faire plus de marge au final. Elle est là la réalité économique. Elle est là la réalité. La solidarité, c'est bien. Mais quand je vois les quartiers français, par exemple, pour parler des quartiers français, je suis désolé de vous dire que depuis que je suis petit, je vois les mêmes erreurs, je vois les mêmes trucs, je vois les mêmes résultats. Incarcération massive, chômage massif et peu d'éducation. Des milliards versés qui n'ont aucun impact réel. Quand je vois un de mes clients récemment qui est parti dans une ville, dans le 95, et qui a fait du recrutement, qui est en train de créer 500 emplois dans un endroit, ça c'est concret, ça c'est matériel, ça c'est 500 personnes qui vont sortir d'une situation de précarité vers une situation où ils vont faire de l'argent. C'est concret.
Et c'est ça, sur ça, qu'il faut aller. Moi, je suis d'accord pour le social, mais le social qui vous sort de votre pauvreté, qui vous sort de votre galère, pas qui vous y maintient. Et en France, on a un problème qui devient un problème que, si on le regarde bien, est un problème qui paupérise la France. Et même paupérise beaucoup de pays en Europe. À force d'aider, à force de s'occuper du faible, on oublie celui qui pourrait potentiellement sortir tout le monde de la pauvreté. Vous voyez, par exemple, c'est comme dans une famille. J'ai vu ça d'une créatrice de contenu récemment, Cyrine, je crois bien, qui parlait du fait que dans une famille, on aime bien aider l'enfant qui est en galère, l'enfant qui est en souffrance, l'enfant qui fait des bêtises, l'enfant qui est parti en prison, l'enfant qui est parti en garde à vue, et on aide très peu l'enfant qui est le premier de la classe, l'enfant qui se bat. Limite, il n'a pas besoin, alors que cet enfant-là en a besoin. Et des fois, ça tue l'ambition de cet enfant-là, qui se restreint parce que, mentalement et moralement, il a l'impression d'être lâché. Ben, j'ai envie de vous dire un truc, c'est pareil quand il y a trop de social. C'est pareil. Quand je voyais des amis qui avaient leur appartement parce que c'était des repris de justice et que l'État leur payait un appartement, et que j'arrête de me dire, mais attends, pourquoi il n'y a pas le même système pour moi qui ai fait des choses bien et qui ai envie aussi de quitter chez mes parents parce que je me sens pas bien, parce que si, parce que machin, parce que Y. Vous voyez le constat? Et là, dans ce cercle-là, c'est comme si on nivelait par le bas. C'est comme si on poussait les gens à, du coup, demander plus d'aide, à quémander un peu plus et à moins demander leur émancipation financière, leur émancipation dans leur vie. Et l'émancipation, je ne l'ai pas eue grâce à l'État. L'émancipation, je l'ai eue au moment où j'ai décidé de refuser les aides de l'État. Alors ça marche dans mon cas. Je mets un disclaimer. Mais le moment où je me suis dit, je ne travaillerai jamais pour personne. Et c'est ce qu'un ami avait dit à mon anniversaire, à ma fête d'anniversaire. Il a dit, je suis, Franck, est le seul d'entre nous tous, je peux dire, qui n'a jamais travaillé pour personne. Depuis qu'il me connaît, c'est-à-dire depuis le lycée, j'ai 40 ans maintenant. Ça fait 22 ans. 22 ans. Parce que j'ai refusé le système établi, le système qui fait que on a besoin de l'aide, de ci, de ça. Je l'ai refusé. Pourquoi? Parce que ça te met dans une habitude de kiffer la main tendue. Je l'ai refusé. La main tendue, je l'accepte si je peux t'apporter quelque chose. Et je vais finir dessus. J'ai fait participer à un concours d'entreprise. Dans ce concours d'entreprise, il fallait trouver 2 parrains. Et les parrains, en vrai, tu n'as pas besoin de leur donner quoi que ce soit. Sauf que moi, je voulais déjà des parrains forts. Donc, j'ai pris une maison de la culture de ma ville. La maison de la culture, en contrepartie de leur parrainage, j'ai fait des cours pour les enfants le soir. J'ai apporté de la valeur. L'entrepreneur qui est devenu mon parrain, j'ai dit, vous serez mon premier client. C'est-à-dire que l'argent que vous allez me donner, en réalité, vous ne me donnez pas d'argent. Vous me payez ma première prestation. Vous êtes mon premier client de cette entreprise à venir. C'est comme ça que j'ai convaincu en même pas 3 jours les 2 parrains, pendant que j'ai des amis qui ont galéré pendant 2 mois à trouver des parrains. Et la vie, c'est ça en fait. La vie, c'est de partir du fait que quel est l'égoïsme, quel est l'individualisme qu'on peut remplir chez la personne qu'on a en face de nous. Quel est son intérêt? Quel est l'intérêt qu'on peut apporter à cette personne-là? Et vraiment croire que dans un monde de béni oui-oui ou de contes de fées où les gens ils vont forcément faire des choses parce qu'ils vous aiment bien, ils aiment bien la couleur de vos yeux, c'est totalement à côté de la plaque. C'est vraiment pas avoir quitté l'adolescence et encore moins l'enfance. La réalité du monde, elle n'est pas comme ça. La réalité du monde, c'est que si tu as un travail, c'est parce qu'on a besoin de ta force de travail, pas pour tes beaux yeux, pas parce que tu es là. Qu'est-ce que tu as apporté sur la table? Et en tant qu'homme, encore plus, j'ai envie de vous dire, un homme, il le sait encore plus que tout le monde. Rares sont les hommes qu'on appelle pour savoir comment ils vont bien. On les appelle pour savoir s'ils sont encore utiles. C'est ça la réalité. Moi, mon téléphone n'a jamais autant sonné que maintenant, parce que je suis utile pour beaucoup de gens. Quand j'étais dans le monde des SDF, mon téléphone sonnait beaucoup moins. Beaucoup moins.
Et c'est une réalité qu'il faut accepter, qu'il faut arrêter de se dire oui, non. Il faut juste l'accepter comme elle est et jouer avec les règles du jeu. Et quand tu joues avec les règles du jeu, c'est là que tu deviens imbattable. À partir du moment où tes émotions sont sur la table, tu es malléable. En vous souhaitant une très bonne journée, j'ai pas envie de faire encore plus long, mais si vous voulez, j'ai envie de faire une partie 2 si l'envie me vient. Mais je ferai maintenant moins de podcasts parce que j'ai un nouveau concept qui sortira. Et surtout que j'ai envie de me focus sur le 20 juin, le Grand Rex, qui est une date super importante pour moi et qui, je pense, que peut être un game changer, non même pas pour moi, mais pour beaucoup d'influenceurs. Cette date peut entériner quelque chose d'ultra important, c'est qu'on peut partir d'Internet à une très grande salle à vitesse grand V. Bonne journée à vous.